Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans un monde fascinant, un monde souvent invisible, qui se déroule juste sous nos pieds et au-dessus de nos têtes. On va découvrir comment les plantes, ces êtres immobiles, ont développé des stratégies incroyablement complexes pour se nourrir. La question de départ est toute simple, et pourtant elle est immense. Comment un arbre fait-il pour boire sans bouche? Comment est-ce qu'il mange sans bouger? On les voit là, si passives, mais en réalité, ce sont de véritables ingénieurs métaboliques. Et leur survie, eh bien, elle dépend entièrement de leur capacité à résoudre ce casse-tête. Il faut bien se rendre compte du défi que ça représente. Une plante doit se développer, grandir, s'épanouir, avec pour seule ressource le sol, l'eau et l'air. Rien de plus. Ce sont, en quelque sorte, les alchimistes de la nature, capables de transformer les éléments les plus basiques en vie. Alors, tout commence sous nos pieds. Le point de départ de ce grand voyage pour l'eau et les minéraux, c'est le labyrinthe souterrain des racines. C'est à la fois le système d'ancrage et la centrale d'alimentation de la plante. Le principe de base qui permet aux racines de puiser l'eau du sol, c'est l'osmose. C'est un phénomène physique assez simple. En gros, quand il y a plus de sels minéraux à l'intérieur des cellules de la racine qu'à l'extérieur, dans la terre, l'eau est naturellement aspirée à l'intérieur pour essayer de diluer tout ça, pour rééquilibrer les concentrations. C'est une sorte d'aimant à eau. Et ce chemin, il n'est pas du tout laissé au hasard. L'eau entre d'abord par de minuscules poils absorbants, puis elle doit traverser plusieurs couches de cellules, le cortex. Et avant d'atteindre le cœur du système de transport, le xylème, elle doit passer par une sorte de douane, un filtre très sélectif qu'on appelle l'endoderme. Chaque étape est une porte qui est soigneusement contrôlée. Mais attention, il ne faut pas croire que c'est un processus purement passif, juste une question de physique. Non, c'est bien plus subtil que ça. La plante gère activement tout ça grâce à des structures microscopiques ultra spécialisées. Ce n'est pas une simple éponge, c'est un véritable gestionnaire de ses ressources en eau. Et voici les gardiens du temple, si on veut, les aquaporines. Ce sont des canaux microscopiques et tenez-vous bien, un seul de ces canaux peut faire passer jusqu'à 1 milliard de molécules d'eau par seconde. C'est juste ahurissant. Et grâce à ces portes, la plante peut ouvrir ou fermer les vannes avec une précision incroyable, selon ses besoins ou selon les conditions extérieures, par exemple s'il y a trop de sel dans le sol. Et la plante, elle ne fait pas tout ça toute seule, elle a des alliés. Elle forme un partenariat vital avec des champignons, les mycorhizes. C'est un contrat gagnant-gagnant. Le champignon explore le sol bien mieux que les racines et lui ramène de l'eau et des minéraux. En échange, la plante, qui sait fabriquer des sucres avec le soleil, lui en donne une partie. C'est un échange de bons services. Ce qu'il faut visualiser, c'est que ce réseau de champignons qu'on ne voit évidemment pas est une véritable extension de la plante elle-même. C'est comme si la plante décuplait la surface de ses racines, lui permettant d'explorer un volume de sol bien plus vaste. C'est une symbiose qui est absolument fondamentale pour presque toutes les plantes sur Terre. Bon, l'eau est maintenant dans les racines. Et après, comment la faire monter tout en haut, parfois à des dizaines de mètres, en défiant complètement la gravité? Eh bien pour ça, la plante a une sorte d'autoroute interne, un système de plomberie incroyablement efficace, le xylème. Là, on touche à quelque chose d'absolument fou. Regardez bien ces chiffres. C'est la loi de Poisieux qui nous le dit, l'efficacité du transport de l'eau dans un tube dépend de manière exponentielle de son rayon. Si on double le rayon d'un vaisseau, on ne double pas le débit, on le multiplie par 16. Si on le quadruple, on le multiplie par 256. C'est une optimisation physique dingue, et ça explique pourquoi les grands arbres ont besoin de ces gros vaisseaux qu'ils forment au printemps pour s'alimenter. Le voyage continue et on arrive enfin à destination, la feuille. C'est ici, dans la feuille, que les matières premières, l'eau qui est montée des racines et le dioxyde de carbone de l'air, vont être transformées. C'est là que la vraie magie opère, grâce à la plus célèbre des réactions chimiques. Et à l'intérieur de cette feuille, on trouve les cuisines, les usines solaires de la plante. Les chloroplastes. Ce sont de minuscules centrales énergétiques. L'énergie du soleil est capturée par des sortes de piles de disques, les thylakoïdes. Et cette énergie est ensuite utilisée pour transformer le CO2 en sucre. C'est ici, à cette échelle microscopique, que l'énergie du soleil devient littéralement le carburant de la vie. Le moteur de cette usine, c'est le cycle de Calvin. Pour faire simple, on peut le résumer en 3 grandes étapes. D'abord, la plante attrape une molécule de CO2 qui flotte dans l'air. Ensuite, elle utilise l'énergie du soleil qu'elle a captée pour booster cette molécule, la charger en énergie. Et enfin, elle réassemble ces molécules pleines d'énergie pour fabriquer des sucres qui sont la nourriture de la plante. Ce qui est génial, c'est que la nature a inventé des tas de variations sur ce thème. Toutes les plantes ne suivent pas exactement le même mode d'emploi.
Le maïs, par exemple, est une plante dite en C4. Elle a un système hyper efficace pour capturer le carbone, même quand il fait très chaud et très lumineux. L'agave, elle, qui vit dans le désert, a une autre astuce. Elle ouvre ses pores la nuit pour prendre le CO2 quand il fait plus frais, pour ne pas perdre une goutte d'eau pendant la journée. C'est une adaptation brillante. Bon, tout ça, c'est passionnant. Mais on pourrait se demander, au fond, pourquoi est-ce que ça nous concerne? Eh bien, la réponse est simple. Ça nous concerne directement. Comprendre ces mécanismes, c'est comprendre la base de notre propre survie et de notre bien-être. Et là, on entre dans un domaine absolument incroyable. Pour se défendre ou communiquer, les plantes fabriquent tout un arsenal de molécules chimiques. Et pour nous, cet arsenal, c'est une véritable pharmacie. La morphine contre la douleur, la quinine contre le paludisme, la vinblastine contre le cancer. Notre médecine moderne doit une dette énorme à la chimie des plantes. Et cette capacité qu'ont les plantes d'absorber des choses, on a appris à s'en servir de manière très intelligente pour régler nos propres problèmes. Ça s'appelle la phytorémédiation. L'idée, c'est d'utiliser des plantes comme des aspirateurs vivants pour extraire les polluants, comme les métaux lourds, des sols contaminés. C'est une solution écologique et vraiment prometteuse. Et le plus fou, c'est que ça marche avec des plantes que beaucoup de gens ont dans leur salon. Le lierre, le ficus, la plante araignée, ce ne sont pas juste des décorations, ce sont de véritables petites stations d'épuration d'air, capables de filtrer des composés toxiques qu'on peut retrouver à l'intérieur de nos maisons. Toute cette connaissance, elle n'est pas juste théorique, elle nous ouvre des portes assez vertigineuses pour l'avenir. On est peut-être à l'aube d'une ère où l'on pourra, comme le dit cette citation, créer des plantes sur mesure, optimisées pour être plus résistantes à la sécheresse, pour avoir moins besoin d'engrais, bref, pour une agriculture plus durable. Tout ça nous laisse avec une question assez profonde finalement. En comprenant comment les plantes mangent, on apprend à mieux se nourrir, à se soigner, à dépolluer notre planète. Alors, si la science nous donnait un jour le pouvoir de concevoir la plante parfaite, qu'est-ce qu'on lui demanderait de faire pour nous, pour le futur? C'est une pensée qui donne le vertige. Merci d'avoir suivi cette analyse.